De Tadej Pogačar et de son rival Jonas Vingegaard et de la Jumbo-Visma. Tout le monde l'a fait. Je suis content, je l'ai entendu pendant 3 semaines. La Visma Lease a Bike. Est-ce que vous retenez en priorité le nouveau sacre de Tadej Pogačar ou le nouvel échec de Jonas Vingegaard? À cette question, 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un nouveau duel dans l'équipe du soir. Jingle. Patrick, là, c'est la revanche. Déjà. Vous retenez la défaite de Jonas Vingegaard et de la Visma. Claire retient la victoire de Tadej Pogačar. C'est Patrick qui commence. Pas de souci. Parce que là... Numéro perdant. Voilà, exactement. Vous avez 30 secondes, Patrick. Vingegaard, il était au départ avec un seul objectif, c'était de corriger sa copie de l'an passé, c'était de gagner. On a passé notre temps à parler du plan de Jonas Vingegaard et de ses équipiers. Plan qui a fait, malgré quelques petites étincelles, il ne faut pas oublier qu'ils ont gagné quand même 2 étapes et fini bien meilleur que l'autre équipe au classement par équipe. Ça n'a pas suffi, ils ont été battus et finalement c'est ça moi que je retiens, c'est qu'on attendait qu'il trébuche, enfin qu'il fasse trébucher son adversaire, il n'a pas réussi. La réponse de Claire. Tadej Pogačar est en train de marquer l'histoire du cyclisme et c'est ça dont on se rappellera plus tard, c'est qu'il est en train d'approcher le club des 5, maintenant ce fameux club des 5 qui n'a encore jamais été dépassé. Il n'y avait rien à faire contre lui aujourd'hui et c'est plutôt ça qui est l'événement. L'événement, c'est aussi que depuis sa déconvenue de 2023, il n'est plus du tout le même et que quelque chose s'est passé et que maintenant, cette année, on commence à se demander combien de Tours de France encore il va gagner et combien de Tours de France il va engranger. Je ne me suis pas posé cette question l'année dernière notamment. Donc c'est pour ça que je retiens la victoire de Pogačar. Si vous retenez en priorité la victoire de Tadej Pogačar, c'est sa 4e victoire sur le Tour de France après 2020, 2021, 2024 et donc 2025. Vous votez pour Claire. Si vous retenez l'échec de Jonas Vingegaard et de la Visma Lease Bike, vous votez pour Patrick. Raymond? Non, pas pour Patrick. Non, pas... par principe ou par conviction? Non, par conviction, par conviction. Moi, Chouette, j'ai une chance de gagner. Non, je trouve que Pogačar est un champion exceptionnel. Ce qu'il a fait aujourd'hui, rien que ça. Et il n'avait aucune obligation. Il pouvait faire comme Vingegaard, lequel, qu'on n'a pas vu d'ailleurs. Et il était au fond du peloton, il est resté là-bas tranquille. Il n'a pas de panache. Il aurait dû se battre aujourd'hui pour essayer de montrer quelque chose. Et si Pogačar, c'est pas un grand champion, si on ne peut pas avoir du plaisir en le voyant gagner, qu'on a envie qu'il gagne encore, moi je sais pas ce qu'il faut. Je veux dire, il donne envie de regarder les étapes. Moi, il me donne envie. Quand je le vois, je dis, il attaque, il fait, il provoque. Voilà, il se planque pas, il se planque jamais. Je trouve que c'est un grand champion et c'est ce qu'on doit retenir. Et j'espère qu'il en gagnera encore d'autres et qu'il battra les records. Donc le point pour Claire, sans problème. Candice, c'est vrai qu'on attendait une réaction. D'ailleurs, la préparation des 2 champions a été totalement différente. On n'a pas vu Jonas Vingegaard sur le début de saison. Alors, c'est pas forcément des épreuves pour lui, mais vraiment, son objectif prioritaire, c'était le Tour de France et de battre Tadej Pogačar. Là où Pogačar, Patrick en a parlé, a été un glouton. Il a fait beaucoup de choses. Il a remporté beaucoup de titres. C'est forcément un échec terrible pour Jonas Vingegaard, quoi qu'il en dise. Oui, non, mais c'est un échec, bien sûr. Maintenant, saluons quand même celui qui a gagné, qui avait la main sur ce Tour de France. Il a fait ce qu'il voulait, Pogačar. Saluons quand même effectivement ceux qui remportent. C'est très français de se concentrer sur le perdant finalement, le deuxième. Mais il était trop fort pour lui. Alors oui, effectivement, Vingegaard était insuffisant. Il avait annoncé monts et merveilles, il a annoncé qu'il allait attaquer, qu'ils avaient un plan, et ça n'a pas fonctionné. Mais parce que Pogačar était quand même énorme sur ce Tour de France aussi. Donc je préfère saluer le sacre évidemment plutôt que l'échec, parce que c'est pas l'échec que de Vingegaard, c'est l'échec de son équipe, mais aussi peut-être d'autres équipes qui auraient pu un peu mettre aussi le bazar dans ce Tour de France. Donc c'est l'échec de 479 coureurs, enfin pas de l'équipe de Pogačar, mais c'est énorme ce qu'il a fait. Alors après, je dirais pas que c'est sa plus belle victoire, parce qu'effectivement, on a l'impression qu'il n'y avait pas d'adversité. Mais c'est quand même, voilà, il gagne le Tour de France. On rappelle juste, Patrick, avant de vous donner la parole, qu'en début de tour, Tadej Pogačar perd son lieutenant, Joao Almeida, qui est très important, notamment quand ça grimpe, et qu'il a perdu un de ses alliés forts. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire en fin d'explication. Là. Pour moi, il n'y a pas 170 ou même 160 ou même 150 ou même 120 coureurs qui veulent le faire perdre.
parce que déjà, ils ont perdu avant même le départ. Donc il n'y avait qu'un seul coureur qui pouvait le battre. Et on le savait déjà. Ce duel, il était annoncé depuis longtemps. On sait de toute façon depuis longtemps, puisque jamais on a eu un duel qui s'est étalé aussi longtemps dans la durée sur l'histoire du Tour de France. Donc là, on avait de toute façon une seule personne qui pouvait battre Pogačar, c'était Vingegaard. Jamais un duel aussi long. Oui, un duel aussi long dans la durée, c'est-à-dire de retrouver à contre- chaque fois les mêmes premiers et deuxièmes. Ça fait 6 ans que ça dure. 6 ans, ouais. Donc Ah oui, voilà, d'accord. c'est ça qui est, Ok, qui est remarquable. pas les Donc surtours. non, il se bat pas contre tout un peloton. Voilà, moi c'est tout. Je veux pas contredire le président. Ça ne se fait pas. Non. Patrick, vous avez le droit. Non, vas-y. Non, mais je, Il a le droit, là. mais moi, je ne minimise pas la victoire de Pogačar. Je dis juste que ce qu'on retiendra, c'est que Vingegaard a essayé et n'a pas réussi. Mais bien sûr que 4 victoires dans le Tour, c'est quasiment du jamais vu. Mais Patrick, il a complètement raison. En fait, on n'a pas du tout eu le duel attendu. En fait, juste avant ce tour, on nous dit, voilà, Jonas Vingegaard, il est à son meilleur niveau, donc il va rivaliser. Au Dauphiné, il s'est pris. Il l'a dit après d'ailleurs, il a dit c'est mon meilleur niveau. C'est mon meilleur niveau au Tour de France, c'est ce attend qu'il de a voir. déclaré. Ensuite, il débarque au Tour en disant je me suis amélioré, je suis reparti en altitude, ça va le faire, vous inquiétez pas, on a un plan. Mais en fait, à part aujourd'hui et Simon Yates, moi j'ai jamais vu le plan. Il n'y a pas eu de plan anti-Pogačar. Ou alors, ils ont fait un plan à la Movistar, c'est-à-dire un plan qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'ils ont raté selon toi, Mais Charles-Antoine? tactiquement, on voulait le surnombre avec Matteo Jorgensen, on voulait que ça attaque de partout. Ils ont Simon Yates qui sort du Giro, qui gagne. On n'a pas vu ce surnombre. Ils avaient des garçons en montagne qui sont censés titiller Pogačar. Il n'y a jamais eu ce duel. Donc évidemment qu'on retient l'échec. Ça fait 16 victoires cette année pour Pogačar. C'est énorme, 16 victoires. On se lasse un petit peu. On voulait de la rivalité, on voulait de la dualité. Ce qu'on a eu plus ou moins les années précédentes. L'an dernier, on nous a dit oui, il est tombé, donc. Ok, il est tombé, donc. Cette année, il tombe pas et il est aux fraises. Il faut dire ce qui est, quand on prend plus de 4,20 dans la tronche, c'est qu'on n'est pas du tout au niveau. Et Tadej Pogačar, je suis pas sûr qu'il soit meilleur que l'année passée. D'accord. Par rapport aux échecs qu'a annoncé Charles-Antoine, Patrick, on en a beaucoup débattu sur la volonté de la Visma, notamment dans les Alpes. C'est vrai qu'ils ont tenté des choses, ils ont attaqué. Je me souviens qu'on avait fait un duel il y a quelques jours et vous disiez on ne gagne pas, on ne perd pas le Tour dans les Pyrénées. Est-ce que malgré tout, vous ne pensez pas que les 2 jours sans de Jonas Vingegaard à Hautacam et sur le contre-la-montre, c'est ce qu'il a finalement payé, le plus chèrement en tout cas? C'est ce qu'il a payé. Sur la défaite finale, c'est ce qui fait que... Oui. Parce que dans les Non, Alpes, mais il a est-ce plutôt que été... le Tour s'est fait dans les Pyrénées. Oui. Si on résume votre... Oui, je pense qu'effectivement, les différences, en tout Parce cas... que dans les Alpes, il n'a pas été ridicule du tout. Les différences, oui, voilà. Les différences, elles se sont faites. Alors, effectivement, il y a eu une différence à Hautacam. Bon, OK. Qui a marqué les gens, je trouve. Et puis, il y avait un chrono qui c'est très rare de faire un chrono en montagne. En côte, non, mais en montagne. De faire un col, en gros. Et c'était le cas de Péragude. C'était Paye-Ressourde. Le lendemain d'Hautacam. Le lendemain d'Hautacam. Donc là, effectivement, sur ces 2 journées, il a tiré un avantage qui a été déterminant. Les Alpes avaient été un petit peu minorées par rapport à ce qu'elles représentent vis-à-vis des Pyrénées habituellement. Donc là, je suis d'accord, oui. Parfois, il y a des exceptions. Effectivement, le Tour, c'est plutôt jeu. Mais il ne faut pas oublier que dès la première semaine, il a commencé à grappiller petitement, mais tous les jours, quasiment, face à Vingegaard. Et même dans les Alpes, c'était petitement, mais c'était à chaque fois quand même quelques secondes supplémentaires. C'est aussi pour ça que moi, franchement, bien sûr, c'est un grand champion, mais dans la victoire, il n'a pas été aussi flamboyant qu'il l'avait été dans le passé. Donc, je retiens la défaite. Est-ce que Claire... Justement, puisqu'il a Vraiment, pas été... les yeux. Non, mais il n'a pas été flamboyant. Ça veut dire peut-être que l'autre a été un peu meilleur. Et quand quand on court contre quelqu'un qui est meilleur, je veux dire, on est encore plus valorisé. Meilleur que moins bon, quoi. Mais ça reste pas le meilleur. Ça reste quand même. Non, mais tu viens de dire qu'il n'a pas été meilleur. Mais c'est Vingegaard qui n'a pas existé. Il l'a grignoté, il l'a bouffé tranquillement à toutes les étapes. Raymond, quand on voit les différences, quand on voit au classement, j'ai pas le classement. La dernière, mais c'était vraiment totalement uniquement. Quand on voit la différence faite par Vingegaard par rapport à tous les autres derrière, la différence de Pogačar par rapport à Vingegaard. Voilà, c'est pas. Encore une fois, si Pogačar est pas là, c'est Vingegaard qui écrase littéralement la concurrence. Ouais. Donc ça veut dire, ça dit quelque chose quand même du niveau de Jonas Vingegaard. Juste, Claire, sur l'attitude du Danois, est-ce que... on se dit qu'il s'est mis trop de pression, on parlait des préparations, de dire dès le début, cette année, il faut tout que je fasse pour le Tour de France. Est-ce qu'il ne s'est pas un peu consommé tout seul, en fait? On a vu dans ses déclarations, même après les courses, il disait le Tour n'est pas terminé, le Tour n'est pas terminé. J'ai l'impression que c'était un combat contre lui-même, en fait.
un petit peu. Ouais, il y a sûrement un peu de ça au fur et à mesure des années, et puis encore plus avec l'année dernière, et donc là encore. Et aussi, il y a petite différence, mais grosse différence en fait entre Pogačar et Vingegaard, c'est que Pogačar, s'il y a une année, il n'a pas envie de faire le Tour parce que, je sais pas, il est fatigué, il faudra négocier ça avec son sponsor évidemment, mais il peut se dire bon bah ok, j'y vais pas. Moi je vois pas trop quel autre objectif aujourd'hui peut se fixer Jonas Vingegaard quoi. Pogačar lui il peut se fixer en effet Paris-Roubaix, il peut chercher Milan-San Remo, il peut chercher la Vuelta. Il a parlé du Giro, je crois, Jonas Vingegaard, c'était un de ses rêves. De là la carrière de Pogačar qui peut se permettre d'aller chercher autre chose, et Vingegaard qui sera qui a des revanches à prendre sur le Tour de France, c'est peut-être aussi ça. Et je crois qu'il est très introverti, Jonas Vingegaard, et je crois que tout ça, ça peut aussi peser un moment dans la balance aussi d'une carrière et de comment on gère tout ça et comment on vit tout ça, même si c'est pas du tout une excuse. Par rapport aux performances qu'évoquait Patrick, Charles-Antoine, sur le fait que Pogačar a peut-être été un petit peu moins dominant que ce qu'on pensait. Je me souviens qu'avant le Mont Ventoux, on se disait est-ce qu'il va gagner ou non. On pensait qu'il allait faire une razzia dans les Alpes, et il a eu cette attitude défensive où il a préservé son maillot jaune. Est-ce qu'il paye? Et donc qu'il est humain, contrairement à ce que certains pensent, le début d'année dantesque qu'il a fait, son côté glouton? Peut-être, physiquement, peut-être. Mais moi, je pense qu'il a juste géré son affaire. C'est-à-dire qu'il a fait tourner, il était derrière, et il s'est dit, bon, bah maintenant, j'ai plus à attaquer. Ce que je trouve étonnant, c'est qu'il n'avait pas cherché ses victoires mythiques au Mont Ventoux. Je pense notamment au Mont Ventoux, parce que c'est pas une étape qui revient. Peut-être qu'il pouvait pas, j'ai l'impression que les gens n'acceptent pas cette réponse. Mais en fait, il se dit, bah, moi, sur le Mont Ventoux, sur la Plagne, il se dit, bah, c'est pas à moi de faire l'effort, il y a des garçons devant. Si Vingegaard veut ramener quelque chose au Tour de France, c'est-à-dire une victoire d'étape, c'est à lui de faire l'effort. Et il y a aussi, c'est un duel mental, hein, c'est un match de boxe entre les deux. Il a parlé, Patrick, de cette continuité dans ce duel. Nous, on se nourrit de ces duels. C'est ça qui est fantastique. Ah oui, oui. Et eux aussi, ils se nourrissent de ça. C'est-à-dire que quand l'un est meilleur, bah, on essaye de faire mieux l'année d'après. Et je pense que mentalement, il a dit, bon, bah, moi, je t'ai déjà abattu pendant 10 jours. Maintenant, à toi de faire le travail si tu veux ramener quelque chose ce Tour de France. Il ne l'a pas fait. Il s'est dit, je cours à l'économie. Alors, pour le spectacle, c'est peut-être un peu pauvre pour nous. Et peut-être qu'il y a aussi cette petite maladie. Et peut-être que physiquement, il pâtit un petit peu de son début d'année qui a été quand même son printemps rocambolesque. Mais l'an dernier, il fait le Giro. Soi-disant, sur le papier, c'est encore plus fatigant d'enchaîner Giro et Tour de France. Donc, je ne suis pas sûr. Je pense que c'est surtout un duel mental. Ce qui est assez remarquable. Si pas gagner non, mais pardon, maintenant que tu dis ça, juste cette dernière étape, peut-être que ça. Tu sais, il se disait, ah, mais de toute façon, je pourrais peut-être me rattraper dimanche. Il en reste une dimanche. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Enfin, évidemment, je viens juste de penser à ça pendant que tu parlais. Mais évidemment, t'as les montées mythiques et tout. Mais peut-être qu'il s'est dit, bon, bah, c'est pas grave, j'irai marquer le Tour avec dimanche, dimanche sur les champs. Surtout que là, le parcours d'aujourd'hui, non, mais il va bien en plus. Du coup, je me demande si c'était pas. Patrick, ouais. C'est surtout parce qu'aujourd'hui, enfin, on ne saura jamais, à moins qu'ils le disent, mais est-ce qu'il aurait agi de la même façon aujourd'hui si les temps n'avaient pas été pris sur le dernier passage sur les Champs-Élysées avant d'aborder Montmartre? Les temps gelés, vous voulez dire, Patrick, ouais. Certes, s'il se casse le bassin, il finit pas l'étape, il perd le Tour de France. Mais en l'occurrence, on a eu quand même une prise de risque qui était importante, que n'a pas souhaité prendre Vingegaard. Moi, ce que je retiens, c'est quand même, maintenant que le Tour est fini, c'est quand vous vous souvenez de la Plagne, effectivement, ce petit match mental entre, bah, toi, Vingegaard, si tu veux gagner cette étape, bah, va falloir que tu te bouges un peu, parce que moi, je vais pas t'y amener dans un fauteuil au moment où on avait Thymen Arensman qui était devant et qui était quand même un peu en bout de course. Qui a fini par la gagner, cette étape. Et qui a fini par en gagner deux, même. Et on a vu, effectivement, dans les Alpes, finalement, il avait moins envie de gagner le Mont Ventoux, moins envie de gagner la Plagne, là, je parle de Pogačar, que de gagner peut-être cette étape parisienne. Et ça... Oui, ça, là, je crois qu'il nous a tous surpris. Et il l'a dit d'ailleurs sur le plateau de Vélo Club chez nos confrères de France 2 que le fait d'avoir gelé les temps, ça avait libéré une bonne partie des coureurs. Si on rentre un peu plus sur le côté duel, Raymond, est-ce que pour vous, il y a vraiment eu un duel quand même sur le Tour de France? Est-ce que l'affrontement où tout de suite on s'est dit, bah, en fait, c'est Pogačar qui va gagner? Est-ce que pour vous, ce duel, il a vraiment existé? Moi, je pensais qu'il allait gagner avant que ça commence, déjà. Le problème est réglé, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas senti. Alors, tu savais ça, mais malgré tout, tu trouves que c'est quand même la victoire qu'il faut retenir? Je retiens sa victoire, justement, parce que je l'attendais. Et je veux dire que c'est le champion. Quand on l'a attendu, c'est plus dur. Attends, c'est le champion qu'on attend. Et c'est pas évident d'être là et d'être présent quand il faut l'être. Et il le gagne quand même. Donc oui, et au fur et à mesure des étapes, il lui prenait les bonifications, il lui prenait 2-3 secondes. À chaque étape, il était devant. Vingegaard ne lui a jamais pris une seconde. Une fois au sprint, il a dû le battre. Et c'est tout. Jamais il a eu la possibilité. Donc il était toujours devant. Et on sentait qu'il se mettait à son niveau. Il dit, tu veux faire un peu plus, je vais en faire un peu plus. Donc j'ai eu aucune inquiétude.
Victoire de Claire une nouvelle fois. Alors cette fois, Patrick a remonté un petit peu. Il est monté à 42%. C'est bien, Patrick. Juste, Émilie, j'avais une relance pour... Ça va marcher, Patrick. Pas sympa, la petite fessée. J'avais une relance, Émilie, parce qu'on a parlé de l'image de Tadej Pogačar. Est-ce que ce tour-là l'a fait basculer sur le mauvais côté, c'est-à-dire il gagne tout, il est trop fort, ou vous avez au contraire ressenti un peu de sympathie pour lui? Alors moi, jusqu'à aujourd'hui, pour moi, c'était écrit avant et c'était un peu... fallait regarder les autres, du coup, si on voulait un peu se divertir, parce que c'est comme si c'était écrit, attention, hein, à mon niveau de cyclisme. Et aujourd'hui, du coup, les images qu'on a vues sur le fait qu'il se dépasse, etc., moi, ça m'a un peu réconcilié, en tout cas, avec effectivement ce que tu disais tout à l'heure, avec l'humain. Et je pense que cette étape aujourd'hui et cette finalité peut quand même lui refaire gagner quand même quelques points d'humanité, de hargne, de ce qu'on veut voir, en fait. D'autant plus qu'il ne la gagne pas. Mais, Voilà. Et il a tout fait pour la gagner. En France, il ne faut pas gagner. Et en France, quand on ne gagne pas, c'est mieux. Exactement. Ça dépend.